Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Jessica, je suis contente de t'avoir avec moi. Tu es à New York, donc c'est une interview à distance. Sans plus tarder, donc tu t'appelles Jessica Lederman. On se connaît pour la petite introduction depuis très longtemps. Nous sommes amis. Tu es déjà intervenue dans le podcast à l'époque et c'était il y a presque 1 an et demi ou 2, je crois. Mais j'ai souhaité qu'on se reparle parce que tu es devenue une full-time mom et tu vas nous le dire d'ailleurs en te présentant si ça te dérange pas pour ceux qui ne te connaissent pas, autant d'un point de vue, là pour le coup c'est d'un point de vue personnel puisque t'es une full-time mom. Mais est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Jessica? Bien sûr. D'abord, merci beaucoup Estelle de me recevoir à nouveau sur ton formidable podcast. Donc voilà, merci de me laisser la parole une deuxième fois. Je m'appelle Jessica, je vais avoir 40 ans cette année, je suis mariée et je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Adam et dont je m'occupe effectivement à plein temps depuis la naissance. Alors avant ça, j'ai eu une vie. Je suis une ancienne journaliste, work addict. J'ai été grand reporter pour les JT de TF1, puis j'ai déménagé en Israël où j'ai été directrice de la rédaction française d'i24 News et depuis 3 ans et demi, contre toute attente, les miennes et celles du monde extérieur, j'ai tout arrêté, j'ai mis tout sur pause pour être maman full-time et m'occuper de mon petit garçon à plein temps. Alors, on peut peut-être le dire, tu as un parcours journalistique impressionnant, grand reporter à TF1, etc. Mais tu es une baroudeuse dans l'âme, si je puis me permettre. Donc le voyage, c'est pas quelque chose qui t'effraie. Et ça te porte tout ça de la France à Israël et d'Israël à New York. C'est-à-dire que ton fils, tu l'as eu il y a 3 ans et demi. Et de fait, tu as eu une petite enfance en Covid. Finalement, c'était en plein Covid, je crois. T'as débarqué dans une ville que tu connaissais bien, mais pas vraiment, avec un enfant en bas âge, en tout petit, enfin vraiment très très jeune. Donc ça, c'est un parcours assez international et t'as ça marqué vraiment profondément en toi. Qu'est-ce que je peux Oui, non. Donc tu as fait le choix et là on va aller directement à l'essentiel si ça te dérange pas parce que ton parcours, ceci dit, t'en parles pas mal dans le premier podcast qu'on a enregistré ensemble, donc j'appelle tout le monde à le réécouter. Mais c'est vrai que tu as fait ce choix, peut-être pour des raisons d'expatriation, peut-être pour des raisons familiales, peut-être pour des raisons différentes, mais en tout cas, tu as fait un choix libre et éclairé, malgré tout, de devenir une full-time mom. C'est-à-dire que c'est une maman à plein temps, en te disant, ma priorité, mais tu vas bien entendu m'expliquer mieux que ça, mais ta priorité, ça a été d'élever ton enfant et de lui consacrer tout ton temps. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé? T'as très bien résumé. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière parce que c'est pas un choix qui s'est fait, je pense, du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est un parcours qui a été fait de plein de déviations, mon parcours, et que c'est quelque chose qui a mûri petit à petit, sans que je me rende compte d'ailleurs. Je pense que ça a été assez inconscient. Mais en gros, j'ai passé la première partie de ma vie à Paris, où j'étais effectivement grand reporter à la rédaction de TF1, et je suis arrivée à une sorte de forme de burn-out entre guillemets, parce que je faisais que travailler. Ma vie n'était pas équilibrée. Il y avait que le travail dans ma vie. J'attendais qu'une seule chose quand je rentrais de mission à l'étranger, c'était que mon téléphone sonne à nouveau pour qu'on m'envoie encore une fois le plus loin possible dans des endroits les plus éloignés, les plus extrêmes, couvrir des actualités toujours plus dangereuses, complexes, etc. Et ça laissait absolument pas la place à une vie privée, une vie personnelle, quelle qu'elle soit. Donc en fait, au bout d'un certain moment, j'allais avoir 31 ans, j'ai regardé un petit peu tout ça et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va pas. D'ailleurs, c'est arrivé à un moment donné où c'est pas moi qui étais envoyée couvrir quelque chose parce que j'étais ailleurs et que j'ai
j'ai eu cette frustration et j'ai vu j'ai senti mon monde intérieur s'effondrer à ce moment-là et je me suis dit voilà, là il y a quelque chose qui va pas, il y a un équilibre qui fonctionne pas, il faut revoir tout ça. Et j'avais 6 mois de congés payés sur mon compte épargne-temps, donc j'ai utilisé ce droit social, merci la France. Je suis allée voir ma boss qui à ce moment-là est un petit peu tombée de sa chaise parce que je suis passée de la Jessica qui prend pas un week-end de peur de rater une mission à l'étranger à écoute voilà Catherine, j'ai envie de prendre une année pour moi. J'ai 6 mois de congés payés à prendre, je vais rajouter 6 mois et je vais aller passer cette année en Israël. Et elle m'a dit, écoute, bon, elle a été très surprise évidemment, mais elle m'a dit, écoute, je suis heureuse que tu le fasses, mais promets-moi que tu rencontres pas ni l'homme de ta vie, ni le job de ta vie, et que tu reviens ici. Évidemment, oui, c'est sûr que je reviens. TF1, c'est ma maison. Le journalisme, c'est une profession qui coule dans les veines. Voilà, j'ai besoin de juste me recentrer, me reconcentrer. Je vais partir en Israël, je vais apprendre l'hébreu, je vais me faire des contacts, je vais voyager dans la région, je reviendrai encore plus solide, avoir encore plus de cordes à mon arc dans mon parcours de reporter international. Et long story short, comme on dit, je suis partie en Israël et j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari et le père de mon enfant 2 semaines après être arrivé. Et en fait, pourquoi je te raconte ça, c'est parce qu'à ce moment-là, la décision, et donc je suis jamais rentrée, et la décision que j'ai prise de rester en Israël, elle est due évidemment au fait que j'étais amoureuse de mon mari et que j'avais rencontré quelqu'un avec qui j'avais évidemment envie de continuer l'histoire, mais aussi parce que là-bas, loin de Paris, loin de toute cette pression sociale, de toute cette vie, j'ai senti la Jessica, future maman peut-être, future femme, qui pouvait naître. Et j'ai voulu laisser une chance à cette partie-là de moi éclore. Ce qui n'aurait pas forcément été le cas en France. Alors après, ça a été un parcours plus long. C'est-à-dire, j'ai décidé de rester, j'ai recommencé à travailler, cette fois en un temps directrice d'une rédaction. Et puis, on s'est mariés, et puis je suis tombée enceinte, et j'ai accouché. Et là, pour le coup, ma maternité, ça a été une révolution. Ça a été un tsunami. C'est-à-dire que je suis pas du tout quelqu'un qui se projetait maman. Certainement, c'est certainement dû à mon histoire personnelle. J'ai vécu longtemps avec une maman dépressive, dont j'ai dû m'occuper, on va dire, d'un point de vue émotionnel. Elle est décédée quand j'avais 19 ans. Donc, j'ai pas grandi avec cette image de moi dans une robe de mariée, tu vois, dans une vie de famille parfaite, m'imaginant maman avec une famille totalement heureuse et fonctionnelle. Donc, c'est quelque chose qui était assez éloigné de moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû construire, que j'ai dû construire. Mon fils est né quand j'avais 35 ans, donc je suis pas non plus devenue maman. Alors, aujourd'hui, 35 ans, c'est jeune, hein, mais je veux dire, je suis pas non plus devenue maman toute jeune. J'avais déjà quand même un parcours derrière moi. Et quand j'étais enceinte, d'ailleurs, je me souviens des discussions assez animées avec mon mari sur le moment où j'allais recommencer à travailler, partir en voyage, redevenir cette grand reporter qui vadrouille, baroudeuse. Et je lui disais, ah, non, mais moi, 3 mois... on était en Israël. Hein, il faut savoir que moi, j'ai pas de famille en Israël, mais j'avais quand même ma belle famille, notamment la mère de mon mari, qui attendait qu'une seule chose, c'était de pouponner, etc. Et donc, j'étais enceinte et je disais à mon mari, moi, à 3 mois, c'est bon, quoi, c'est réglé. Adam... avec sa mamie, avec de l'aide, et puis moi je repars, voilà, fast forward 3 ans et demi plus tard, je suis toujours collée à mon fils et maman à plein temps. Et j'ai tout de suite sauté à pieds joints en fait dans cette maternité. Je pense que comme toutes les mamans, je suis évidemment épuisée au début, mais je suis tout de suite à l'aise, c'est-à-dire je suis tout de suite épanouie. Et ça c'est quelque chose qui m'a, en fait je m'attendais pas à ça. Déjà premièrement j'avais aucune idée de ce que c'était. Comme je pense la plupart des nouvelles mamans, de ce que c'était la maternité, quoi. Je veux dire que ce soit d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue, on va dire, purement logistique. Et donc, j'ai commencé à me construire cette identité de maman from scratch, quoi, comme on dit, en partant de rien, sans réel modèle ni référence. Et d'ailleurs, plus loin que ça. Moi, je suis devenue maman à 35 ans, mais donc du coup, j'avais des copines qui ont été mamans avant moi, qui avaient déjà des enfants plus âgés, et c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressée du tout. C'est-à-dire que là, je fais mon mea culpa. J'ai longtemps sous-estimé la richesse en fait et l'ampleur de la tâche. Et donc, quand moi je suis devenue maman, c'était l'inconnu. C'est-à-dire, c'était tout de suite l'inconnu. J'avais pas d'idée en tête, j'avais pas de feuille de route. Enfin, ça a été. Mais j'ai aimé ça tout de suite. C'est-à-dire que j'ai tout de suite, je me suis tout de suite sentie à l'aise. Et oui.
Non, mais du coup, attends, parce que j'aimerais quand même revenir là-dessus, c'est que sur cette surprise, et finalement, moi, on me l'avait dit aussi, enfin, c'est mon conjoint qui me l'avait dit, le père de mon fils. Pareil, je faisais des plans sur la comète quand j'étais enceinte, en lui disant oui, alors j'aurai 2 nounous, je ferai ci, je vais rebosser, Et moi aussi, finalement, j'ai été prise de court par moi-même et j'ai plongé à 100% là-dedans. Mais ce que j'aimerais qu'on fouille un peu ensemble, c'est les causes et les conséquences, si tu veux, de ce choix, parce que finalement, ça reste un choix, parce que finalement, on a tout un choix. Enfin, oui, c'est quelque chose qui nous surpasse, cette envie d'être maman et de s'occuper de son enfant, mais avec le recul, parce que là, finalement, tu as un peu de recul. Il a 3 ans et demi aujourd'hui, ton fils. Peut-être qu'on peut aller un peu plus profondément dans cette cause, tu vois ce que je veux dire, enfin, ce qui t'a enfin, ce qui vraiment t'a mobilisé là-dessus. Je pense qu'il y a eu 2 étapes. Je pense qu'il y a eu la première en Israël, parce qu'on a déménagé d'Israël à New York quand Adam avait 5 mois. Donc, et ça a eu une conséquence sur mon choix aussi. Mais on va dire que les premiers 5 mois en Israël, où là je découvre vraiment la maternité, je pense que ça a été une vraie révolution émotionnelle. C'est-à-dire que j'ai été immédiatement attachée à ce petit être à un niveau que j'aurais jamais pu soupçonner. Et alors là, est-ce qu'on rentre dans des analyses psychologiques? Je sais pas. Moi, j'ai perdu ma maman quand j'avais 19 ans. Est-ce que d'un coup, j'ai finalement eu ce besoin de materner très fort pour combler le fait que moi, je n'ai pas été maternée finalement assez longtemps dans ma vie, que j'ai été avec une maman dépressive que j'ai dû materner entre guillemets, c'est-à-dire dont j'ai dû émotionnellement aussi m'occuper, pardon. Ce qui s'est joué à ce moment-là émotionnellement, je sais pas, mais en tout cas, je suis devenue cette maman qui a allaité, par exemple, alors que je pensais pas du tout allaiter, et j'ai pris goût à ça. Et puis, on a déménagé à New York. C'est-à-dire que quand Adam avait 5 mois, déjà, mon mari est arrivé, Adam avait 3 mois, il m'a dit, on doit être à New York dans 2 mois. J'ai dit, enfin là, quand même, c'est compliqué. Adam avait un reflux sévère, donc je dormais pas, il vivait sur moi dans le porte-bébé. Il fallait d'un coup tout emballer, trier un appartement entier en 2 mois, le tout sur un corps qui fonctionnait sans sommeil. Enfin, je veux dire, ça a été... je dis quand même là, le timing, plus le Covid qui se rapproche, parce que là, on est à ce moment-là en janvier 2020. Je dis, enfin là, ok, il y a jamais de vrai bon timing dans la vie, mais là, quand même, on est particulièrement dans un mauvais timing. Il a insisté. Je lui en suis aujourd'hui reconnaissant parce que je pense qu'il a bien fait, et on est parti. Et donc, on arrive à New York, dans un New York en plein lockdown, où il n'est pas possible d'avoir d'aide à ce moment-là. On déménage littéralement en mars 2020. Mon mari est parti quelques jours avant nous. Moi, je l'ai rejoint très vite avant que le ciel se ferme, quand il y a eu toutes les restrictions, évidemment, de voyage avec le Covid. Donc, j'ai fait ce vol lunaire seul avec Adam, qui avait 5 mois dans le porte-bébé, Tel Aviv, New York, enfin bref. Et donc, on arrive à New York en plein Covid. Et donc, à ce moment-là, c'est en ça, je pense qu'il y a la première raison, elle est tout simplement circonstancielle, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir d'aide. À ce moment-là, dans les immeubles à New York, on ne peut pas avoir d'aide. Ils interdisent d'avoir des personnes extérieures en fait qui rentrent dans les buildings. Donc, il y a absolument pas de nounou possible. Les crèches, c'est pas les daycare. Alors, il faut savoir qu'à New York, on est dans un système où tout ça est privé de toute façon, mais sont fermés. Donc, on n'a pas de famille, on est tout seul. Donc là, de toute façon, jusqu'aux 12 mois d'Adam à peu près, toute la première année d'Adam, je suis seule avec lui, et en fait, je m'éclate. Vraiment, je plonge dans ce monde de l'éducation en bas âge. Je découvre. Alors moi, je suis quelqu'un, mais vraiment de pas du tout. Je sais pas, je suis pas manuelle, je suis pas très créative. J'étais pas du tout bébé. J'ai jamais fait de babysitting. Enfin, et là, je me plonge dans ce monde, en fait, de l'éducation en bas âge. Et j'adore ça. Je découvre un monde d'activités que tu peux faire à la maison. Je me découvre une patience que j'ai jamais eue de ma vie. Je me découvre très gaga alors que j'ai jamais été comme ça. Tu vois, j'étais plutôt un peu garçon manqué sur le terrain. On va à la guerre. Enfin, je suis pas du tout. Par exemple, tu vois, j'ai toujours été inquiète quand j'étais enceinte. Je ne voulais pas avoir de fille parce que j'avais peur d'avoir une fille. Je me disais, oh, mais si j'ai une fille, mais je vais rien lui transmettre de féminin. Comment je vais l'habiller? Je suis pas du tout. Tu vois, je suis beaucoup plus. Je suis brute, quoi. Je suis brutale. Je suis. Et je me sentais dans ma tête plus à l'aise avec un garçon. J'ai là un garçon, donc j'étais très heureuse, mais voilà, j'étais pas du tout là-dedans, et j'ai plongé dans ce monde-là, et j'ai eu beaucoup de plaisir. Je pense que c'est venu aussi du fait que je me retrouvais à ce moment-là plus vraiment ailleurs, en fait. C'est-à-dire que je trouve, c'est un autre sujet, mais la société à ce moment-là, enfin tout ce monde qui nous entoure me correspondait
plus, je m'y retrouvais plus. Et j'ai découvert aux côtés de mon enfant quelque chose qui me faisait du bien en fait, et qui m'a vraiment intéressée. Et puis je me suis dit, j'ai quand même consacré une large partie de ma vie à ma construction personnelle, mes études. Après le bac, j'ai fait 8 ans d'études, prépa HEC, le SCP, Sciences Po, je suis partie étudier à Columbia. Ma vie professionnelle, elle a pris, elle était au centre de ma vie pendant 10 ans. Mon couple ensuite, j'ai passé du temps aussi à m'occuper de mon couple, à construire ma vie de couple en Israël. Je me suis dit, je peux quand même consacrer au moins le même temps à la plus grande aventure de ma vie, qui est d'être maman. Donc ça a commencé à germer comme ça. Et puis, mais ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que quand Adam a eu 1 an et à New York, on a commencé à avoir la possibilité de reprendre des gens pour nous aider. Je me suis dit bon, ça y est, c'est le moment quoi. Ça fait 1 an, il faut que je trouve de l'aide. Donc j'ai commencé. Les daycares avaient pas encore, donc les crèches avaient pas encore rouvert. En tout cas, pas celles qui étaient à côté de chez nous, pas dans les conditions qui me convenaient. Les enfants devaient porter des masques, ils sortaient pas du tout. Enfin, c'est très compliqué. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer de trouver de l'aide à la maison, une nounou. Et puis, moi, je me remets à bosser, etc. Puis là, j'ai commencé à interviewer des nounous. 1, 2, 5, 10, 15, 20. Et impossible. Ça colle pas. Mais je me force, en fait. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Il faut que tu te remettes à travailler. C'est ça la vie. Tu peux pas, toi, avec tout ton parcours, avec tes études, avec ta vie professionnelle, te dire que tu vas ne faire que ça, que tu ne vas être que maman à plein temps. Ce n'est pas possible. Ça ne colle pas. Que vont dire les gens? Que va dire ma famille? Et donc là, je me mets la pression. Je finis par trouver quelqu'un. Et alors là, Kata, je lui colle au basque H24. C'est-à-dire que la nana, je ne la lâche pas, en fait. Je suis tout le temps derrière elle. À New York, ce qui est génial, alors, on parle juste une petite parenthèse sur la différence entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, l'école n'est vraiment obligatoire et complètement publique qu'à partir de 5 ans. Donc l'équivalent, on va dire, de la 3e maternelle. Il commence à y avoir des programmes publics plus tôt, à 4 ans, ce qu'ils appellent Pre-K for All, mais avant, c'est essentiellement un système de prise en charge de l'enfant qui est privé. Donc beaucoup plus de mamans dans la société sont mamans à plein temps, parfois par choix, parfois par obligation, mais en tout cas, t'es entouré de beaucoup plus de mamans à plein temps. Donc je découvre aussi ce monde où au parc, la semaine, dans les playgrounds, les aires de jeu, je suis avec des mamans. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites. Pas des nounous, il y a des nounous aussi, mais il y a aussi beaucoup de mamans. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants la semaine, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de crèche publique, etc., il y a ce qu'on appelle des cours. C'est plus, on va dire, l'occasion de se retrouver avec d'autres mamans et d'autres enfants du même âge. Mais je me retrouve avec Adam qui prend des cours de musique à Central Park, de body movement, tu vois, pour les petits. Il a 12 mois. À Central Park, enfin c'est génial. Il y a des activités sensorielles, il y a plein d'animateurs qui viennent chanter dans les parcs pour les enfants. En plus, on était encore sur le Covid, donc c'était beaucoup dehors. Bon, bref, il y a plein de choses qui sont organisées pour les enfants la semaine. Donc je découvre ce monde et ça me plaît. Et donc cette nounou qu'on vient d'engager, je lui colle au basque en fait tout le temps. Elle fait peur et elle se casse. Elle se casse, exactement. Elle se casse. Au bout de très peu de temps, au bout de 3-4 semaines. Elle pète un plomb, en fait, elle me dit, mais en fait, tu penses que je fais mal mon travail, donc je m'en vais, en fait, t'es tout le temps là. Et en fait, je lui dis, mais non, en fait, c'est juste que j'ai envie d'être avec mon enfant et que j'ai envie de vivre ces moments-là avec lui et que t'as raison. Il va falloir que j'en parle à mon mari, mais je crois que je suis pas dans la bonne configuration. Et donc, évidemment, la question financière se pose parce que voilà, on est à New York, est-ce qu'on peut faire ce choix? Donc, je lui en parle, je lui dis, voilà, j'ai envie de m'occuper d'Adam à plein temps pendant toute sa petite enfance jusqu'à ce qu'il aille à l'école de manière à plein temps, quoi, jusqu'à ce qu'il ait des journées d'école complètes. J'ai envie de faire ce choix-là. Est-ce que tu penses que c'est possible? Donc mon mari, j'en suis reconnaissante, me donne à ce moment-là la possibilité de le faire et je le fais. Mais là, le virage à 180, il est pas simple parce que oui, c'est ça. La première bataille. Ouais, je voulais te poser des questions parce que forcément, dans tous les choix, hein, c'est le cas de tous les choix, il y a forcément une part de satisfaction et de souffrance parce que, enfin, pas de souffrance, attention, c'est pas des souffrances, mais voilà, comment t'as ressenti les choses quand tu mets un peu en perspective dans la balance cette expérience-là, enfin, ce que tu vis, voilà, comment t'as ressenti si je devais te dire quelles sont tes plus grandes satisfactions et quelles sont tes plus grandes j'ai pas envie de dire sacrifice parce que j'aime pas ce terme, mais voilà, il y a forcément des moments où c'est dur, quoi, tu vois. Enfin, tu nous en as un peu parlé, mais il y a aussi peut-être éventuellement
parce que t'es française quand même de naissance, donc t'as un environnement français autour de toi, même s'il est pas géographiquement autour de toi, il l'est amicalement, socialement, etc. Donc t'as dû quand même ressentir à un moment où tu t'es dit attends, c'est bizarre. Aux États-Unis, personne te pointe du doigt parce que tu décides d'être full-time mom. Par contre, en France, ça reste encore un truc un peu bizarre où on se dit ouais pourquoi elle fait ça, etc. Ou on va en reparler après, très peu valorisé. Voilà. Comment t'as il y a, il y a plein de choses, intéressantes dans les questions que tu poses. Il y a beaucoup de choses à répondre. Alors, tu l'as dit, c'est un statut qui est dévalorisé parce que moi, la première, je pense qu'on en a une image très poussiéreuse finalement de ce qu'on appelle la mère au foyer. Parce qu'on dit pas full-time mom, on dit mère au foyer. Un maman qui reste à la maison, autour du foyer. Alors, c'est pas pareil, ouais. C'est vrai que ne serait-ce que ça, c'est maman plein temps. On l'utilise pas. Ici, c'est stay at home mom, mais on dit beaucoup maintenant full-time mom. Mais qu'est-ce qu'on a en tête? Qu'est-ce qu'on s'imagine quand on pense ça? On imagine une mère qui est à la maison, une femme qui est à la maison, en train de faire la popote, de repasser, de ranger, de changer des couches avec un petit qui gazouille à côté d'elle dans le salon, dans un petit parc, en train de jouer. Alors que moi, mon choix, et de plus en plus de full-time mom aujourd'hui, il a été fait avant tout par rapport à l'envie d'éduquer mon enfant, de l'éducation. Presque comme une maîtresse, entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est pas un choix de... et moi, j'ai vécu ça comme mon travail. Un travail H24, 7 sur 7. Mais ça a été un choix qui a été fait pour l'éducation de mon enfant. Mais j'ai quand même donc, comme je te l'ai dit, lutté contre moi-même, en étant parfois dur envers moi-même. Tu peux pas faire que ça, c'est quand même pas assez. Alors que, bonjour, tu fonctionnes sur un corps qui ne dort pas. Tu travailles, il y a pas de vacances, il y a pas de pause, il y a rien. Enfin, c'est H24, 7 sur 7. Et en plus, aujourd'hui, on vit quand même dans une ère où on est en mouvement constant, donc c'est pas un choix que tu fais pour la vie, c'est un choix que tu fais à un instant T pour dire voilà, en tout cas moi, je veux consacrer ces années-là à mon enfant, à son éducation. Est-ce que je peux? Une fois que j'ai accepté moi que je voulais faire ce choix-là, que j'ai été claire avec moi-même, que j'ai réussi à me débarrasser à peu près de mes préjugés sur non mais tu ne peux pas faire que ça avec tes 8 ans d'études, ton parcours professionnel, ton TF1, ton machin, enfin voilà, une fois que j'ai fait ça, la deuxième bataille commence, celle qui se joue dans le regard du monde extérieur. Dans le regard de mes amis d'enfance, de mes anciens collègues. Non, mais pas elle. Non, mais pas toi, tu vas pas faire que ça. Mais tu fais quoi toute la journée? Ça cloche sur le papier. Pas quelqu'un d'éduqué comme moi. Et là, tu ressens le jugement atroce qui tombe. Et tu te retrouves à devoir simplement justifier ton envie finalement assez primitive de vouloir t'occuper de ton petit. Et donc, tu culpabilises. C'est vrai, c'est pas possible. Faut quand même que je fasse autre chose, de plus respecter, de mieux. C'est pas assez. Et c'est là que je me dis, heureusement, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, parce qu'ici, les mères, quand tu leur dis, vous les gens, quand tu leur dis, je m'occupe de mon enfant à plein temps, ils te disent, wow, amazing, that's good for you, that's good for him. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai été là, c'est un peu un cercle, c'est parce que j'étais là que ça a germé, tout ça en moi, et que cette envie est née. Et parce que je te disais, la société américaine est aussi organisée comme ça. Mais ce qui se passe vraiment, tu disais les plus grandes souffrances, c'est que tu te rends compte, et moi je m'en suis rendu compte surtout par rapport à la France et par rapport à mes amis qui étaient en France, à mes anciens collègues, c'est que t'es plus rien socialement quand t'es maman à plein temps. Il y a une immense solitude. De toute façon, la maternité, c'est vrai qu'au départ, c'est quand même une traversée du désert en solitaire, mais il y a une immense solitude face au jugement. J'ai souffert du jugement que j'ai ressenti dans le regard de beaucoup de gens en France, de gens qui comptent pour moi, de mes amis, parfois de certaines personnes de ma famille. Quand tu côtoies des femmes qui travaillent et qui se targuent de dire ouais, je prends cher au taf, je travaille tout le temps, mais et toi, tu fais quoi avec ton enfant? Enfin, tu vois, et tu sens le regard condescendant parce que c'est dur, parce que tu vis toi-même un quotidien qui est sans vacances, sans congé, sans pause, sans salaire. Les premières années, tu vis sur un manque de sommeil chronique, avec toute la vulnérabilité qui accompagne tout ça. Et en plus, on te dit que ce que tu fais, c'est pas assez. On te demande si tu fais autre chose en dehors. Et toi, t'es fatigué, tu te sens seul. Tu te demandes si tout ce que tu fais avec ton enfant, c'est bien pour lui. Est-ce que c'est assez? Tu culpabilises en plus d'être à bout parce que tu finis par te dire toi-même que tu n'as pas un vrai travail, entre guillemets, alors que tu ne t'assieds pas une seule fois en 24 heures pour respirer, et tu te souviens même pas de la dernière fois que tu as pu boire un café chaud ou être allé aux toilettes toute seule. Et après, en plus de tout ça, tu me parlais des souffrances. Une autre souffrance, c'est qu'on te dit beaucoup, mais c'est pas bon pour ton enfant. En France, encore une fois. Et là, on commence à te dire, mais attends, ton enfant, il a besoin d'être dans un cadre social. Allô, l'enfant, il a 12 mois, 18 mois. Il se tape du cadre social, l'enfant, à ce moment-là. L'enfant, il a besoin d'amour, d'attention. Et
et d'être dans un cadre dans lequel il se sent en sécurité, sécurisé. Il a besoin que ses besoins primaires, enfin qu'on réponde à ses besoins primaires. C'est tout ce dont il a besoin. En plus, les gens qui te disent ça, en général, n'en savent rien. Alors, on a le droit de pas partager cette envie. Enfin, je veux dire, moi, je peux très bien comprendre. Pour moi, il y a autant d'équilibre qu'il y a autant de mamans. Donc, on a tout à fait le droit de se dire que ton équilibre, il passe par un peu de travail, un peu de maman, un peu. Mais pourquoi être négatif? Pourquoi en France être négatif envers une maman qui a fait ce choix-là? C'est ça qui va pas. Bah, tu sais, pour ne rien te cacher, j'ai fait parce que moi, c'est une question qui me taraude, en fait, qui me fait beaucoup de peine, parce que le statut de la maman qui s'occupe de ses enfants, aujourd'hui, comme tu le dis, en France, il n'est pas valorisé, il n'est pas reconnu, ou il y a beaucoup de gens qui disent, elle fait rien dans la vie, elle s'occupe de ses enfants. Tu vois, enfin, ça, tu l'entends souvent. Et du coup, j'ai lancé une sorte de questionnaire sur Instagram. J'avoue, j'ai posté un jour un truc et un ami proche m'a répondu parce qu'on considère qu'il est plus valeureux de créer de la richesse que des enfants. Et je sais que c'est un peu cash comme réponse, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que finalement, on se pose des questions aussi sociales, tu vois, derrière ça, c'est quoi la réalité sociale du truc, quoi? Alors, la réalité sociale, c'est tout à fait vrai. C'est aujourd'hui, c'est plus noble, finalement, d'être chef de projet, d'être manager, d'être directeur marketing, d'être journaliste, dans mon cas, que de s'occuper d'un enfant, de ses enfants, que de préparer les générations futures. Donc, déjà, ça, c'est le basique, la réalité dans laquelle on vit. Bon, je pense qu'on repart encore une fois, on repointe du doigt encore une fois l'image écorchée et fausse qu'on a, parce qu'on imagine déjà que c'est un travail. Alors moi en tout cas, c'était ma préoccupation, parce que ça c'est mes névroses à moi. J'avais l'impression que c'était pas assez bien intellectuellement parlant. Moi, j'étais sur l'aspect intellectuel. C'est pas assez enrichissant, c'est pas assez intelligent, c'est pas ce qui est totalement fou, parce que quand tu décides de faire ça, déjà premièrement, il faut quand même faire c'est une gymnastique mentale, d'une patience, mais c'est une leçon d'humilité permanente. Enfin, c'est d'une patience, de créativité, et puis après, bon, l'enfant grandit. Moi, Adam, il a 3 ans et demi. Maintenant, il va à l'école un petit peu le matin, quelques heures le matin, mais je suis toujours avec lui. Les activités ont grandi. Aujourd'hui, je me retrouve, c'est presque une maîtresse. Enfin, tu vois, devoir faire des activités qui vont l'éveiller, lui apprendre des choses. Alors bon, je crois beaucoup à l'éducation qui est ce qu'ils appellent ici play-based, qui est basée sur le jeu. Donc Adam, il a un maximum de temps possible pour jouer librement, le plus possible dehors, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te retrouves quand même à te plonger dans des livres d'éducation, dans des questionnements là-dessus. Enfin, on est loin de l'image vraiment négative d'un point de vue intellectuel. Encore une fois, moi, ça, c'était mes questionnements et ma névrose. Mais pourquoi il y a un problème en France de la reconnaissance du statut de la full-time mom? Déjà, je pense qu'en tant que femme, ça a un rapport direct avec l'histoire du droit des femmes. Les femmes se sont battues pour avoir des droits. Mais je pense qu'on a oublié que derrière toutes ces batailles, il y a aussi une bataille commune pour la liberté de choisir ce qu'elles veulent faire. Et c'est sans doute vu comme très rétrograde aujourd'hui, quand on est abreuvé surtout dans notre société de toutes ces plaidoiries féministes, etc. Ça sonne pas bien finalement de dire qu'en tant que femme, la seule chose que tu veux aujourd'hui, à cet instant T, c'est de s'occuper de ton enfant à plein temps. Ça sonne faux. On a un peu le sentiment d'être la traître, si tu veux, dans l'histoire. Celle qui dit « Et stop, vous êtes battus, vous avez obtenu le droit de ci, le droit de ça, le droit, et moi je veux juste rester à la maison et m'occuper de mon enfant. » Tu te sens à contre-courant. Ces femmes qui font ce choix-là, elles sont à contre-courant de tout ce mouvement de libération de la femme. Sauf que finalement, être une femme, c'est quoi? C'est faire un choix pour soi et l'assumer. Et il n'y a rien de plus féministe que ça, quelque part. Oui, alors moi j'irais même un peu plus loin, j'avoue que là je peux m'en prendre plein la tête en disant ça, mais je crois qu'au contraire le fait de se réapproprier l'éducation des enfants, ou en tout cas le fait de s'investir dedans, comme tu le dis, on parle de génération future, donc si tu t'investis et que tu t'engages dans l'éducation des enfants, et c'est en ça que les maîtresses sont aussi au même niveau, que les éducateurs sociaux, enfin peu importe, tu vois ce que je veux dire, mais je crois qu'au contraire, c'est quand même contribuer au monde de demain, faire en sorte de réengager le féminin, tu vois, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que il est où aujourd'hui, enfin, si on part du principe que quand tu t'investis toi en 2023, femme de bientôt 40 ans dans l'éducation d'un enfant, on peut espérer que justement, parce qu'il y a l'historique et parce que les femmes d'avant ont fait tout ce qu'elles ont fait, que tu le feras pas de la même manière, que tu vas le faire avec un cerveau qui est capé comme celui de quelqu'un de 40 ans en 2023, et que tu le feras pas d'une manière
sans y avoir réfléchi et sans y avoir songé comme un choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je crois qu'encore une fois, le fait de nier ou de dévaloriser le statut de maman qui s'occupe de son enfant à plein temps, c'est une volonté aussi de dire que la femme n'a pas le choix. Tu vois? C'est encore reconnaître le fait de dire, bah, elle fait ça parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Alors oui, je pense que là, je te répondrai après dans une deuxième partie de la réponse sur pourquoi moi je pense que c'est essentiel, comme tu dis, de tisser cette relation entre une mère et un enfant, en tout cas entre les parents et l'enfant. Mais je rebondis sur l'histoire du choix parce que ça me fait penser à la question financière en fait. Il y a toujours cette vision un peu poussiéreuse et assez unilatérale finalement de la full-time mom, de la mère au foyer. C'est la femme un peu simplette qui dépend finalement financièrement de son mari. Et c'est en ça que ça gêne. C'est cette dépendance financière. Ah ouais, mais elle n'est pas indépendante. C'est vrai, la femme au foyer n'a pas de salaire. Alors ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut payer, la full-time mom ou pas Ah bah au niveau où on est, honnêtement, pourquoi pas, hein. moi je pense pas. Mais j'aimerais comprendre en quoi. Ah bon, tu penses pas toi que c'est une bonne chose? Non, je pense que c'est pas. Je pense que avant d'en arriver là, j'aimerais déjà qu'il y ait un plus grand respect, on va dire tout simplement. Une mentalité qui évolue. Une mentalité qui évolue. Mais en quoi c'est un gros mot de dire que on est dépendant au sein d'une famille où on a choisi de s'aimer et d'élever un enfant ensemble. En quoi c'est un gros mot de dire bah oui, cette femme-là à ce moment-là, elle va être dépendante de son mari, parce que moi je vois ça plutôt comme une équipe, c'est-à-dire il y a un salaire. Alors on parle des mères au foyer, hein, donc là c'est un investissement en fait. Si on fonctionne c'est un investissement. C'est une famille qui travaille en équipe. On décide à un moment donné que cette solution, c'est la solution. Ouais, exactement. Que c'est la solution qui nous va, que c'est ce dont on a envie, c'est ce dont la femme a envie. On parle de femmes qui ont fait ce choix-là. Hein. Et encore une fois, je suis reconnaissante et je sais que j'ai eu la chance de pouvoir faire ce choix-là, parce qu'il y a des femmes qui le veulent mais qui ne le peuvent pas. Il y a des femmes qui le peuvent et qui ne le veulent pas. Donc, encore une fois, la baseline de toute cette conversation, c'est que je sais que j'ai eu la chance de pouvoir le faire et que ça a été mon choix. Mais comment je vois ça à ce moment-là? Moi, je me sens pas comme dépendante. La pauvre, elle est dépendante de son mari, elle se débrouille pas tout seule, c'est pas un gros mot. On est une famille, on est une équipe, on se concerte, on se dit voilà, quel est le budget? C'est exactement ça, c'est quel est le budget? Mon mari a son salaire, quel est notre budget en tant que famille pour élever notre enfant? Il y en a un qui va ramener un salaire et il y en a une qui va s'investir de sa personne, de son temps, qui va investir de sa personne, de son temps pour l'éducation de son enfant. Et tout ça à un temps limité. Aujourd'hui, on est quand même dans une vie où on rentre plus à l'usine pour 50 ans. On est dans une vie où les choix évoluent, on est dans des vies dynamiques. Donc, on a le droit la vie, c'est une succession de projets. On a le droit à ce moment-là, dans une famille, de faire ce choix-là. Et une femme a le droit de faire ce choix-là sans que ce soit négatif, sans que ce soit une critique. Et puis après, on revient aussi au fait que, là, je reviens à la deuxième partie de la question que je te posais, c'était les preuves par neuf, en tout cas la preuve par neuf, comme quoi s'investir dans l'éducation d'un enfant pour une maman a un impact positif au sens propre. Et c'est essentiel aujourd'hui. On vit dans une société, alors on va peut-être j'ai perdu le mot en français. On va peut-être sembler un peu old school, mais on vit quand même dans une société qui est en perte de repères totale et en perte de référence totale. Les jeunes aujourd'hui, ils sont abreuvés de réseaux sociaux. Il y a un vrai problème. On a perdu le goût de l'effort. Enfin, il y a tout un tas de choses. C'est encore un autre débat. Mais il est essentiel de tisser une relation très forte entre la maman, les parents et les enfants. Le référent doit rester le parent et non les pères, P-A-I-R-S. Il y a un livre qui a été écrit par un spécialiste canadien du développement qui est passionnant, qui s'appelle « Hold on to your kids, why parents need to matter more than peers ». Qu'est-ce que ça veut dire? Accrochez-vous à vos enfants. Pourquoi il est essentiel que les parents comptent plus que leurs pères, P-A-I-R-S, c'est-à-dire que leurs copains, les gens du même âge. Et c'est essentiel. Alors là, on se projette quelques années plus tard, on parlait de l'éducation du bas âge, des petits, etc. Mais il est essentiel que les parents jouent un rôle prépondérant dans le futur pour aider leurs enfants à naviguer toute cette pression et tout ce monde dans lequel ils vont vivre quand ils seront adolescents.
pour se poser les bonnes questions, pour les sécuriser, pour avoir les bonnes réponses. Et ça se tisse dès l'enfance. Pourquoi? Parce que si tu as des parents qui sont présents, une mère qui est présente, tu crées une relation de confiance. Ouais. Ça veut dire que l'enfant va grandir en ayant confiance en ayant confiance et en lui et en ses parents. C'est-à-dire que quand va arriver l'âge de l'adolescence, entre guillemets, qui est l'âge où les enfants vont faire des conneries, peuvent avoir peur de raconter les conneries qu'ils vont faire à leurs parents, un enfant qui a grandi dans une famille où les parents sont présents, où il a senti que les parents étaient investis dans l'éducation. Moi je parle de mon cas où j'ai créé une relation très très forte avec mon enfant. J'espère qu'elle pourra perdurer le plus longtemps possible. Mais quand l'enfant se sent en confiance, il aura assez confiance pour poser toutes les questions à ses parents, pour dire qu'il a fait des erreurs et savoir que les parents. Alors là, on se rattache un petit peu à l'éducation positive en fait, parce que. Oui, justement. Parce que je voulais y venir, c'est-à-dire qu'il y a un modèle éducatif quand même qui implique le statut de full-time mom. Ça implique quand même un modèle éducatif, c'est-à-dire que forcément, vu que tu fais ça toute la journée et que tu es avec ton enfant quasiment tout le temps, forcément tu te plonges dans un modèle éducatif, c'est-à-dire que toi-même tu t'es posé cette question. Donc on parle beaucoup d'éducation positive en ce moment, qui est le débat actuel en France en tout cas, avec encore une fois ce manque de nuances que je reproche beaucoup dans le débat, mais qui est les pour et les contre de la psychologie positive, avec des gens qui connaissent pas vraiment ce que c'est que l'éducation positive, tu vois, qui ont un petit peu qui disent ça veut dire que c'est permissif et puis on dit non à rien et que c'est oui à tout et que voilà et ben c'est comme ça et puis il a le droit de ressentir ce qu'il veut, et que la psychologie positive aujourd'hui en France ça a souvent été catégorisée comme une éducation dite permissive, au sens pas forcément positif du terme. Or, quand on fouille un peu, et moi pour le coup là je m'y suis penchée de manière un peu plus précise, et grâce à toi et grâce à aussi d'autres amis, mais on en a parlé avec Alix aussi dans mon podcast, mais c'est vrai que il y a plusieurs piliers dans l'éducation positive, et puis on a un petit peu oublié un pilier, tu vois, en France, qui sont les limites, au sens les limitations pour limiter, enfin en tout cas permettre à l'enfant de bien vivre ses émotions, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là aujourd'hui, quand je t'entends, je me dis forcément elle, capée comme elle est, cultivée comme elle a forcément envie de s'interroger sur le modèle d'éducation qu'elle veut donner à son enfant. Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien t'entendre sur ce qu'on appelle l'éducation positive, de ton point de vue, puisqu'en plus on a la chance de t'avoir à la fois française et américaine, parce que tu vois l'éducation positive comme elle est vécue en France et celle qu'elle est en France, enfin aux États-Unis, et celle qu'elle est aujourd'hui en France. C'est vrai que je me suis penchée là-dessus évidemment sur le tard, parce que c'était pas du tout des questions c'était pas du tout un monde que j'imaginais qui existait même avant même d'être maman. Donc je me suis penchée sur j'ai découvert tout ça en étant maman. Et effectivement, c'est une question qui m'est très très chère et qui a aussi du coup un peu conditionné mon quotidien avec Adam, c'est-à-dire les activités que j'ai fait avec lui, le type de maman que je suis devenue, l'éducation que j'ai donnée. La première, tu parlais de la différence entre la France et les États-Unis. La première chose qui me choque, là, on prend le mot positif au premier sens du terme. Je vis aux États-Unis, mais je reviens régulièrement en France avec Adam. Et l'été dernier, Adam avait 2 ans et demi, et c'est là que ça a commencé à me choquer. Adam, on rentre en France et on va dans un parc d'attractions à Paris, avec des petits jeux, etc. Il adore les jeux de carnaval, Adam, donc un peu des jeux de kermesse, tu sais, où tu lances les balles dans les trous des animaux, où tu fais glisser une balle le long d'un mur, et il faut pas que ça tombe dans les trous. Tu joues aux fléchettes, des choses comme ça. Et là, premier jeu. Le mec, il dit même pas salut bonhomme, bonjour Adam, enfin rien. Premier truc, oh, mais il est trop petit, il va jamais y arriver. Ouais. Et là, je me dis mais c'est quoi ça? Il a 2 ans et demi. Enfin, pourquoi être si négatif? Alors que aux États-Unis, là c'est l'extrême inverse. You can do it, go for it, that's amazing. C'est vraiment un encouragement permanent et tu es entouré de remarques et de gens positifs.
ça s'est pas arrêté là parce que la situation que je te décris en France, elle s'est répétée plusieurs fois dans plusieurs parcs tout au long de notre séjour l'été dernier, à tel point qu'à un moment donné, je me suis pris la tête avec un des mecs. J'ai dit mais pourquoi t'as un enfant qui arrive, qui veut juste jouer, qui veut juste prendre des risques, être un enfant en fait, explorer. Et t'es là, et tout de suite, tu lui dis oh, mais tu vas pas y arriver, mais non, mais attention, c'est dangereux, mais t'es trop petit, mais c'est trop dur. Enfin, tu vois, déjà, ce vocabulaire-là, ce champ lexical-là, en France, il est très négatif pour moi. Et j'ai eu la chance, ça m'a très bien convenu, et j'ai eu la chance d'avoir les yeux ouverts sur ce modèle un peu américain, où on est vraiment dans un modèle qui ressemble d'ailleurs au modèle israélien, puisqu'on a une famille binationale à la base, et en plus on vit dans un troisième pays, mon mari est israélien, où on donne vraiment confiance aux enfants. Et ça a été pour moi un peu la clé du modèle d'éducation que j'ai choisi avec Adam, c'est la liberté. Lui donner la liberté d'être lui-même, lui laisser l'espace d'explorer, de prendre des risques. Le rôle d'un enfant, c'est pas de nous rendre heureux ou de dire oh il est super cet enfant, il est sage, il obéit bien. Non, un enfant, c'est de se découvrir lui-même et de rester fidèle à ce qu'il est. Et nous, on est là pour les aider à ça. Alors évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, on va pas dire que c'est tout simple. Il y a pas, évidemment, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des moments difficiles. D'ailleurs, moi, j'aime pas dire qu'un enfant est difficile, je dis qu'il passe par des moments difficiles. Bien sûr. Voilà, j'ai un peu inventé ce modèle de liberté et c'est vrai de bienveillance. Tout de suite avec Adam parce que j'ai eu envie de passer ce temps-là avec lui et de découvrir le monde avec lui, et j'ai redécouvert le monde avec lui. Tu parlais de l'éducation positive et des piliers de l'éducation positive. Un enfant, il a surtout des réservoirs. Il a un réservoir d'attention. Il a besoin d'avoir. On est d'accord qu'on parle de la petite enfance, hein, on parle du bas âge. Après, il y a plein d'autres choses qui évoluent, même si on va dire que les grands principes restent toujours les mêmes. Mais il y a un réservoir d'attention, c'est-à-dire que évidemment l'enfant a besoin qu'on réponde à ses besoins primaires, mais il a aussi besoin d'amour. Il a aussi besoin d'avoir de ressentir qu'il appartient à une équipe, de participer à une vie de famille, tu vois, pas les parents contre l'enfant, pas les parents qui essayent de mettre en place des règles et de faire en sorte que l'enfant obéisse à ces règles. Non, l'enfant, il fait partie de la même équipe, de la même famille. D'ailleurs, un exemple probant, quand tu le vois, il a envie de débarrasser avec toi, il a envie de passer le balai, de laver la vaisselle, il veut faire, moi je vois, il veut faire les valises avec moi, enfin, voilà, il faut le laisser participer. C'est ce que les enfants aiment faire, et il faut les laisser participer, les inclure dans cette vie de famille. D'ailleurs, Dolto disait, il faut pas une vie qui soit centrée sur l'enfant, pas en faire ce qu'ils appellent un peu la Kindergarchie, c'est-à-dire l'enfant roi qui décide de tout, pas centré sur l'enfant, mais centré sur la famille, sur la vie de famille. Et la famille, c'est un papa, une maman, un homme, une femme, un enfant. Et donc, on vit ensemble, on apprend à l'enfant à vivre dans ce monde en famille. Et puis l'enfant, il a aussi des réservoirs de contrôle et de pouvoir, c'est-à-dire il faut qu'ils aient des choix. T'imagines, t'es un petit enfant et toute la journée, on te dit non, mets pas les doigts dans la prise, non, joue pas avec l'eau, non, mets pas ça à la bouche, non, ne traverse pas la rue, non, ne fais pas ci, non, mets pas la peinture comme ci, non, n'en mets pas par terre. À un moment donné, l'enfant, il a besoin de l'entendre oui. Et comment tu leur redonnes un petit peu de pouvoir et de contrôle en leur donnant des choix. C'est-à-dire, c'est l'heure du bain. Non, je suis en train de jouer. Tu vas pas commencer à rentrer dans un débat, dans des négociations. Là, l'enfant veut pas venir. Non, je suis en train de jouer. Là, non. C'est l'heure du bain. C'est comme ça, c'est l'heure du bain. Donc maintenant, tu as deux options. Soit tu viens tout seul jusqu'à la salle de bain, soit je vais venir te prendre, te porter et t'emmener toi-même aux mains. Qu'est-ce que tu décides? Alors, je te dis pas que ça marche tout de suite, hein, mais voilà, ça, c'est redonner un petit peu le pouvoir et le contrôle aux enfants. Les limites, c'est très, très important parce que ils sont tout nouveaux, nos petits-enfants, ils explorent, ils oublient parfois les choses qui sont dangereuses. C'est à nous, évidemment, de leur rappeler. Mais le grand principe de l'éducation positive pour poser les limites, c'est pas les punitions, comme dans l'éducation plus classique, mais c'est les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire, les conséquences? Je te donne un exemple très concret. Ce week-end, il y a quelques jours, on était dans un parc d'attractions avec Adam, et on est en train de faire la queue pour aller à un manège, et on est les premiers dans la queue du manège, et il trouve la manière dont on ouvre la petite porte, la petite barrière pour accéder au manège. Et donc je lui dis attention, c'est très intelligent de ta part d'avoir trouvé comment ça s'ouvrait, mais on n'a pas le droit de faire ça parce que premièrement c'est le travail du monsieur qui est ici, et deuxièmement tu vois le manège il est en route, donc si on ouvre la porte et qu'on se glisse, on risque et qu'on se glisse à l'intérieur de l'espace où il y a le manège, ça on peut se faire mal, donc ça c'est interdit, on peut pas le faire. Il le refait une deuxième fois. Je lui rappelle la règle, je lui dis Adam, la règle c'est de pas toucher à ça.
quand on décide de participer à une activité, de visiter un endroit, un lieu public, il y a des règles à respecter. On n'est jamais obligé d'être ici. On n'est jamais obligé de visiter le musée, de visiter cet espace, de faire ce manège. Mais si on décide de le faire, on doit respecter les règles. Donc, si tu t'arrêtes pas, on sera obligé de partir. Si tu t'arrêtes pas, on sera obligé de partir. L'autre alternative, c'est quoi? C'est la menace de la récompense ou de la punition. Si tu t'arrêtes pas de dessert ce soir. Ou si tu t'arrêtes pas de dessin animé ou pas de cadeau. Quel rapport? Enfin, tu vois, c'est ça la différence entre la conséquence et la punition. Conséquence, cause-conséquence. Si tu ne t'arrêtes pas, on sera obligé de partir. Punition, récompense, etc. Si tu t'arrêtes pas de dessin animé ce soir, pas de télé. L'enfant crée à ce moment-là des connexions qui ne vont pas l'aider à se construire et à comprendre à construire sa manière d'être au monde. Adam l'a refait une 3e fois ce jour-là et on est parti. La 3e fois qu'il a ouvert la porte, il m'a regardé, il a rouvert la porte, je lui ai dit chérie, je t'ai déjà prévenu 2 fois, mais encore une fois, sans crier, sans menacer, dans le calme, mais dans la fermeté. Je t'ai déjà expliqué pourquoi. On est ici, il y a des règles à respecter. On n'a pas pu respecter la règle cette fois, on va être obligé de partir. Et on est parti. Évidemment qu'Adam a pleuré. Évidemment que ça a pris du temps. Évidemment qu'il y a eu un moment difficile, mais c'est quelque chose dont il pourra se souvenir. Alors, la différence entre la punition et les conséquences. Alors, tu pourras couper là, parce que je me suis perdue dans mon explication. Ouais, t'inquiète. La différence entre la punition et les conséquences, c'est que la punition, elle est plus pour les parents. Parce qu'avec la punition, avec la menace de la punition, tu vas avoir une réaction immédiate. C'est sûr que quand tu menaces l'enfant, entre guillemets, quand tu dis à l'enfant, ce soir, pas de dessert ou pas de glace après ou pas de dessin animé, il risque de s'arrêter tout de suite. Ça, c'est vrai. Que c'est beaucoup plus efficace. Avec l'éducation positive et l'utilisation des conséquences, ça peut prendre plus de temps. C'est vrai que ça nécessite plus de patience. C'est vrai que la crise, les pleurs peuvent durer plus longtemps. Mais en tout cas, ça va aider l'enfant dans sa manière de se construire et d'être au monde, parce que petit à petit, il va comprendre l'histoire des règles. Et ça, c'est valable pour tout, que ce soit dans des activités que l'enfant fait, que ce soit à des anniversaires, que ce soit à l'école, c'est toujours pareil. Je vois Adam aujourd'hui, ça a pris du temps. On est parti de très 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 loin c'est parce que c'est un enfant qui a beaucoup d'envie de faire les choses tout seul en permanence, etc. Quand on participe à des activités, il va souvent attraper le truc des mains du moniteur ou de la monitrice pour se servir tout seul, ou pour il veut aller prendre la canne à pêche tout seul quand on va faire la pêche au canard. Et je lui explique, depuis tout petit, il y a des règles à respecter. Si on respecte, il y a des endroits, il y a des espaces, oui. Il y a des espaces où on fait ce qu'on veut. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert ici, c'est qu'à la maison, il a un espace où je ne lui dis pas non, qui est un espace qui est sécurisé, où il sait qu'il peut faire ce qu'il veut, il peut dessiner sur ce meuble, il peut mettre de la peinture par terre, il peut toucher à tout, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire il peut grimper, c'est son espace, et ça c'est important. Mais il y a des endroits où, quand on va visiter, quand on va participer, il y a des règles à respecter et on doit les respecter. On n'est jamais obligé d'être là, mais à partir du moment où on décide d'être là, on respecte les règles. Et ça, c'est important parce que ça responsabilise l'enfant. Alors que la menace de la punition, de privation de dessert, de cadeaux, de dessins animés, elle responsabilise pas du tout l'enfant. Et c'est en ça que moi, j'ai adhéré à cette forme d'éducation positive. Ça, c'est les grands principes, parce que ça m'a convenu. Et aussi peut-être parce que j'avais le temps. On va pas se mentir. Comme je te le disais, c'est une éducation qui demande quand même beaucoup de patience. Oui, la punition était peut-être liée aussi à des femmes qui ont pas le temps, qui arrivent à 8 heures le soir. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que je crois quand même qu'il y a un sujet de temps, il y a un sujet d'énergie. On est entièrement. Voilà, mais ok, maintenant, ça n'enlève pas que même si tu manques de temps et même si tu manques d'énergie, ce qui est souvent le cas des parents, il y a un moment, tu peux aussi prendre un peu de recul sur ce que tu fais. C'est-à-dire que les automatismes d'antan sont peut-être pas les automatismes d'aujourd'hui. Tu vois, c'est marrant, c'est peut-être en ça que la mère au foyer a aussi, la mère au foyer, tu vois, même moi je le dis, mais la full-time mom a peut-être quelque chose à apporter, parce que du fait que ce soit notre travail principal, notre tâche principale, on a plus de disponibilité, on a plus de temps de cerveau disponible, comme disait quelqu'un. Mais on est plus prompt, on va dire, on a plus de patience, plus de temps, et on a peut-être plus d'insight. Je sais pas, parce que finalement, tu veux que je te dise, je crois que c'est aussi un sujet de soi par rapport à soi, quel que soit
et au contraire, parce que quand t'es full-time mom, excuse-moi du peu, mais je veux dire, t'es quand même émotionnellement, psychologiquement, Oui, physiquement mobilisé, donc t'as un peu tes nerfs qui lâchent aussi, t'as peut-être de temps en temps, toi aussi besoin de respirer. Enfin, voilà. Moi, Après, j'ai été la première. Enfin, ça m'est déjà arrivé de crier sur Adam. Ça m'est déjà arrivé de perdre le bah oui. contrôle. Et ce qui est très important aussi, rapport à l'éducation positive, quand ces moments-là arrivent, parce qu'on se sent tous absolument horribles et coupables quand ça se passe, c'est de s'excuser. C'est très très important de s'excuser auprès de ses enfants. On a le droit d'être en colère. Je veux dire, l'enfant doit voir ses parents en colère. Enfin, c'est pas un gros mot d'être en colère. En revanche, le cri, comme nous d'ailleurs, on leur demande de pas crier, de pas taper, de pas voilà. Enfin, c'est des choses qu'on peut pas leur laisser faire. C'est pas un gros mot d'aller s'excuser auprès de son enfant et de dire maman n'aurait pas dû crier. J'ai été en colère, j'aurais dû me mettre dans mon coin ou j'aurais dû moi aller dans mon cozy corner, c'est ce qu'on appelle ici aux États-Unis le cozy corner, c'est-à-dire un endroit de la maison où ton enfant se sent pas le bien. C'est l'opposé du coin. C'est un endroit dans lequel il va se calmer. S'il a un accès de colère ou une espèce de exactement. Les parents demandent est-ce qu'on peut envoyer un enfant dans sa chambre ou au coin, etc. Enfin, oui, bien sûr qu'on peut. Le principe de ça, c'est quoi au départ? C'est de retirer l'enfant en fait d'une situation qu'il n'arrive pas à gérer à ce moment-là, qui est trop difficile émotionnellement. On le retire, ok? On s'en va. C'est pas va dans ta chambre au coin tout seul. On le retire de cette situation, on l'accompagne, on le met dans un endroit, on le place dans un endroit où il se sent bien, où il peut se ressourcer. Adam, il a par exemple un coin dans sa chambre, un petit endroit dans sa chambre où il a des livres à disposition. Et quand il est en colère et quand il y a quelque chose qui se passe mal, il va dans cet endroit et tout de suite, il ouvre un livre en particulier qu'il adore, où il y a des flaps, des trucs à soulever. Il adore ce livre et ça le calme. D'un coup, j'entends plus rien. Plus de pleurs, plus de cris. Et il revient comme neuf. Et ça, c'est très, très important. Jessica, on va pas tarder à se quitter parce que je sais que tu es un peu prise par le temps. On peut résumer éventuellement en quelques lignes. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que tu veux rappeler des points saillants de notre échange? Est-ce que ce que tu veux, carte blanche. Carte blanche, ouais, j'en ai des choses à dire. Non, mais il y a forcément des choses parce que c'est des débats, on pourrait en parler pendant des heures. On n'a pas beaucoup parlé de la différence pour le coup, entre la France et la différence profonde mais c'est compliqué parce qu'il y a il y a autant un point de vue social aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a le regard que les Américains peuvent porter sur la full-time mom et également le regard des Américains sur l'éducation positive. Il y a deux volets. Donc moi j'aimerais plutôt t'entendre sur l'aspect tu vois, position de la femme, en tout cas statut social de la mère qui s'occupe de son enfant à plein temps aux États-Unis versus France. Je pense que j'ai réussi à faire cette trajectoire de maman-là et à prendre cette décision-là parce que j'étais ici et parce que je me suis sentie, je ne me suis pas sentie jugée en fait ici à aucun moment et que le modèle, on va dire d'éducation, mais sans parler d'éducation positive, etc. Mais la manière dont les parents passent du temps avec leurs enfants ici, les activités qui sont proposées aux enfants, aux familles. Moi, mais ça, on en a parlé toutes les deux, ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même un pilier central, dans le truc. Moi, je voulais quand même, parce que ça, on en a parlé, mais en off, enfin, en tout cas, quand on se parlait toutes les deux, il y a quand même un sujet de fond. En France, on a l'impression, en tout cas, majoritairement, on a un peu le sentiment que les parents veulent se débarrasser, entre guillemets, mais c'est pas méchant quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est vrai qu'on a une tendance à dire où est la première destination où quelqu'un va pouvoir s'occuper de mon fils ou de ma fille ou de mes enfants. Il y a un sujet de temps accordé aux enfants. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ici on est dans une société où on est beaucoup plus et peut-être que c'est lié à plein de choses, à la culture, à la géographie du pays, etc. Mais là on a beaucoup plus ici de parents qui partent en randonnée avec les enfants, profiter des great outdoors américains, beaucoup plus d'activités avec les enfants le week-end, etc. Alors il y en a qui vont te dire c'est l'hyper société américaine. C'est possible, là encore une fois, il y a rien dans notre monde qui est parfait, rien, dans tous les domaines de nos vies. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients et il suffit juste de faire sa propre tambouille et de prendre le meilleur de tous les mondes qui te conviennent. Nous, c'est ce qu'on fait parce que j'ai un mari israélien, que je suis française, qu'on vit à New York, donc on a un peu de toutes les cultures. Mais c'est vrai que ici, comme en Israël d'ailleurs, il y a une volonté de passer la famille a un rôle prépondérant. Et moi, c'est ce qui m'a séduite aussi quand je suis allée en Israël et quand j'ai décidé de prendre cette année en Israël, qui a été un peu le départ de tout et de toute ma trajectoire de femme et de maman, post-vie professionnelle, on va dire, enfin en tout cas, post-remise en question de ma vie professionnelle, c'est que j'ai été marquée par la place
et la valorisation en fait qui était donnée à la femme, à la mère de famille, à la famille. J'ai trouvé que les hommes avaient une manière de parler, de valoriser leur famille, leurs femmes, que la société était organisée avec plein d'activités pour les familles, de choses à faire pour les familles, alors que c'est vrai qu'en France, j'ai plus le sentiment que, on va dire, et encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est sans être dans le jugement, c'est simplement des manières de fonctionner, des sociétés qui fonctionnent différemment, des mentalités qui sont différentes, mais on n'est plus dans la recherche du kids club, du mini club, de partir en vacances avec la nounou, etc. Enfin, c'est des choses ici qui se font pas du tout. Et c'est vrai que moi ça m'a convenu parce qu'en plus j'étais un peu dans l'âme. Moi j'étais grand reporter, j'aime le bivouac, j'aime barouder, et c'est un peu ce que j'en ai fait. C'est ce que j'ai fait avec mon enfant, c'est-à-dire que j'ai transposé cette passion pour la découverte, le voyage que j'avais dans ma vie de journaliste, je l'ai transposé avec mon fils. C'est-à-dire que avant qu'il aille à l'école le matin, 3 heures, maintenant on peut plus partir pour des journées entières la semaine. On fait des choses l'après-midi, mais avant ça, les 3 années pleines que j'ai passées avec lui, je l'ai embarqué partout. Et d'ailleurs, maintenant, il me dit, maman, j'adore nos journées d'aventure. Je prends la voiture, on va faire des randonnées, on va découvrir des lacs. On est allé camper, j'ai loué des petites cabines avec lui au bord de criques pour aller jouer dans la nature. Je crois aussi beaucoup. C'est encore un autre débat, mais à l'importance de la nature et des espaces verts et du temps passé dehors pour un enfant, surtout dans cette société où les écrans, tout ça, enfin les enfants ont besoin de se ressourcer. Mais comme nous, ça nous fait du bien quand on va respirer au bord de l'eau ou dans une forêt. Les enfants, c'est pareil. Un enfant qui s'ennuie, un enfant qui pleurniche, un enfant qui est pas bien, qui est anxieux, qui est triste, tu le mets dehors, un bâton, de la terre, de l'eau, des feuilles, mais il respire, quoi. Donc voilà, enfin, j'ai découvert tout ça ici parce que moi je suis très parisienne à la base, je suis très scolaire, j'ai toujours vécu dans un appartement à Paris, j'ai fait 8 ans d'études, je suis très même si j'ai tout de suite aimé le terrain, j'ai effectivement aimé les voyages au point que j'en ai fait mon métier, mais je suis quand même à la base très citadine. J'ai découvert ici une autre vie et une autre manière de passer du temps avec ses enfants, à tel point que mes copines aujourd'hui à Paris me prennent vraiment pour une dingo, hein, et je me disent mais c'est trop, voilà, t'es tout le temps en vadrouille. Ici c'est assez commun en fait, et c'est assez voilà, c'est vrai que quand arrive la fin de la semaine, les parents ils se demandent voilà, quelle randonnée tu vas faire, qu'est-ce que tu fais ce week-end avec les enfants, ou c'est un sujet, alors que j'ai pas l'impression que ce soit le même type, on va dire, d'activité et de mentalité en France. Et j'adore parce que t'as moins de trucs à faire. Mais malheureusement, encore une fois, je pense que c'est un sujet social, parce que quand t'arrives le week-end, effectivement, bon, ça commence un peu à évoluer, je le pense, mais je trouve qu'il y a peu de choses à faire finalement quand t'as un enfant de moins de 5 ans à Paris, à part aller au square ou à part aller au parc. Il y a pas tant de trucs que ça, tu vois, c'est-à-dire que tu peux, si tu as une démarche active et que tu veux vraiment trouver des trucs à faire avec tes enfants, tu peux. Mais c'est vrai qu'après, combiner à la difficulté urbaine, c'est pas possible. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire si tu commences à sortir, à explorer d'autres mondes. Le problème, c'est que tu vas être un petit peu la seule à le faire. Et que du coup, enfin, tu vois, ça va un peu dénoter, parce que c'est vrai que Paris, moi, j'aime aller à Paris, par exemple, avec Adam, pour tout l'aspect culturel, qui a peut-être moins ici, et encore, on vit à New York, on est quand même dans une ville où il y a quand même beaucoup de musées, de théâtre, où la vie culturelle est quand même assez développée. Évidemment, la société est organisée encore une fois différemment. Je pense que ce sont des mentalités différentes. Il y a des gens qui peuvent accrocher, pas accrocher. Moi, il se trouve que ça m'a convenu et je pense que ça a contribué énormément à la manière dont j'ai construit mon identité de maman et ma feuille de route. Moi, j'ai adoré cette possibilité d'aller explorer la nature avec Adam. J'ai adoré la possibilité, et peut-être que je l'ai fait aussi parce que c'est pas mon pays finalement, et que peut-être que si j'étais restée à Paris, j'aurais eu aussi, c'est peut-être aussi l'avantage en fait de l'expatriation. C'est que tu es dans un endroit un peu nouveau et que donc du coup tu as cette envie de découvrir, de voyager, de visiter. Peut-être que si j'avais été à Paris, j'aurais eu le sentiment que je connaissais déjà tout et j'aurais toujours de toute façon opté pour la facilité de voir plus les copains avec les enfants, etc. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que comme je ne vis pas à Paris, quand je viens à Paris avec Adam, je fais ma vraie touriste avec lui et que je lui fais faire toutes les visites touristiques. Ouais.
Bon, Jessica, on va se quitter. En tout cas, l'objectif de cet échange, c'était quand même de redorer le blason de nos chères mamans qui s'occupent de leurs enfants à plein temps, parce que c'est quand même mon objectif premier en Je échangeant pense avec toi. il faut changer les mentalités profondément et être maman à Autant plein chez les hommes temps. que chez les femmes. Oh, Je pense exactement. qu'il y a un vrai Autant les sujet. exactement, autant chez les hommes que chez les femmes. Et on en parlait tout à l'heure sur l'histoire du droit des femmes. C'est pas parce qu'on a le droit aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a plus de droits, c'est pas parce qu'on a plus d'accès à certains postes, à certaines fonctions auxquelles on n'avait pas accès avant, qu'on n'a plus le droit de faire le choix d'être centré sur sa famille. C'est pas un gros mot. C'est pas ce que je voulais te dire. Non, mais après, c'est pas trahir. un débat. Ouais, mais enfin après, c'est un débat que j'ai eu avec pas mal d'invités ici, mais principalement, je pense à l'interview que j'ai faite de Camille Sfez, que je t'invite à écouter à l'occasion, où elle dit c'est le patriarcat qui nous a dit que pour être libre, il fallait faire comme les hommes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, il y a peut-être ça aussi à prendre en ligne de compte. Moi, en tout cas, j'aimerais le souligner en fin d'échange avec toi, parce que le fait de vouloir être carriériste, le fait de vouloir de gagner de l'argent, le fait d'être indépendant, bah tout ça pour moi, ça reste quand même effectivement une étape fondamentale, et je suis ravie, heureuse, et je signe et re-signe l'évolution que ça a pu apporter dans notre société. Mais c'est vrai que l'avoir de manière idiomatique et de manière systémique, c'est dangereux, parce qu'en fait, on considère que c'est la seule voie pour être libre et indépendant. Or, je crois foncièrement qu'on peut avoir éprouvé, et je l'espère, une forme de liberté, une forme d'indépendance dans le choix d'être maman à plein temps, en se disant qu'on contribue aussi à la société, en ne créant pas de la richesse, mais en créant des enfants et en les éduquant, en tout cas en les élevant. Voilà. Je pense que c'est même essentiel ce que tu dis. Nos enfants ont besoin de nous. Nos enfants ont besoin de valeurs. Regarde-nous. On est, enfin moi en tout cas, moi je suis perdue dans la société aujourd'hui. Je m'y retrouve plus du tout. C'est aussi pour ça que je fais le podcast. Et moi c'est aussi pour ça que j'ai fait des pas de côté et que je me suis plus retrouvée dans beaucoup de valeurs et d'exigences, enfin surtout dans les valeurs, dans ce qu'aujourd'hui, t'imagines nos enfants, ils vont aller à l'école, on va leur expliquer qu'il faut avoir le goût de l'effort, qu'il faut étudier, qu'il faut truc, et ils vont voir des espèces de youtubeuses de 12 ans et demi qui vont gagner des millions en se filmant, faire des tutos beauté. À quel moment nos enfants vont reprendre le goût de l'effort, le goût des valeurs? Enfin, c'est essentiel. Donc nos enfants ont besoin de nous parce qu'on est dans une société qui est compliquée, qui est vraiment compliquée. Si nous, adultes, on est déprimé, qu'on a du mal à se retrouver, qu'on a du mal à retrouver nos voies, qu'il y a de plus en plus d'adultes qui changent de vie, qui changent de parcours. On a tellement de possibilités, tellement de choix, trop de choix parfois tue le choix. C'est cette société de la comparaison dans laquelle on est. T'imagines, nous adultes, ça nous fait du mal cette comparaison parfois. Les réseaux sociaux, tu regardes un tel, tu regardes une telle, qui fait ci, qui fait ça, tu te sens bien, t'as l'impression que t'es pas assez, que t'es trop bien, que t'es trop pas assez, qu'il faut faire plus comme ci, qu'il faut faire plus comme ça. Mais t'imagines nous, sur nos cerveaux, ça c'est important ce que je te dis, sur nos cerveaux, à nous, déjà l'effet que ça a. T'imagines sur le cerveau des enfants, tu sais que le cerveau évolue jusqu'à l'âge de 25 ans. Tu sais que le cerveau n'est pas fini avant l'âge de 25 ans. Donc est-ce que tu penses sincèrement que le cerveau d'adolescents, de petits enfants, d'adolescents, de jeunes adultes est assez mature pour pouvoir encaisser tout ce que cette société, qui est devenue, à mes yeux, assez médiocre du point de vue des valeurs qu'elle véhicule, tout ce que cette société va renvoyer à nos enfants. Nos enfants ont besoin de nous dans cet âge-là. C'est essentiel. Ils ont besoin de temps qualitatif avec les parents. Ils ont besoin d'être en confiance. Et pour accepter les valeurs et ce que les parents vont vouloir transmettre à des âges un peu plus âgés, des âges futurs, il est essentiel que cette relation, elle commence à se tisser dès l'enfance. Et elle se tisse dès l'enfance en étant présent. Donc c'est encore une fois le choix. Il faut respecter ce choix-là. Si certaines, ben voilà, les choix de tout le monde, il y a autant d'équilibre que de maman, mais encourager. Ça veut pas dire, hey les femmes, arrêtez de travailler, retournez vous occuper des gosses. Mais en tout cas, s'il y a des femmes qui font ce choix-là, mais arrêtons de dire c'est pas bien, c'est pas assez, elle ne peut pas faire que ça, ce n'est pas un travail. Moi je travaille, toi tu travailles pas.
on en a besoin. Les enfants en ont besoin. Et je trouve qu'il n'y a rien, pour moi, enfin, le féminisme absolu et la vraie liberté pour les femmes, c'est la liberté de choisir. Donc, voilà. La liberté mais de manière libre et éclairée. De manière libre et éclairée. C'est pas choisir pour choisir, c'est parce que souvent, les choix sont pas forcément des choix déterminés par notre liberté de conscience. Et qu'on fait les choses peut-être par opposition. Non, ou mais par, de faire des choix, de pouvoir les faire en toute liberté sans être jugé. Et avant toute chose, sans être jugé par d'autres femmes. Et par soi-même. Par soi-même, mais aussi par la société. C'est essentiel. Merci Jessica, voilà. C'était un bonheur d'échanger avec toi. Tu reviens quand tu veux, parce que j'ai à cœur de faire parler des mamans maintenant dans le podcast, parce que c'est un podcast qui est dédié à l'impact positif et maintenant j'inclus les mamans. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à bientôt. Merci beaucoup Estelle. Merci à toi, bye bye. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.